Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous abordons une thématique essentielle au podcast Femme Kachayeko, la sexualité. Parce que la décolonisation de notre corps doit passer par la décolonisation de notre sexualité, il est nécessaire et primordial que nous abordons finalement cette thématique. Mais qu'est-ce qu'on entend par une sexualité décolonisée ou décoloniser nos sexualités plutôt? Alors c'est exactement pour ça que la thématique est assez difficile et assez complexe à expliquer en un seul épisode. Surtout parce que lorsqu'on va parler de sexualité, on va plus s'attendre à parler de sexe, puisque c'est l'une des facettes de la sexualité qui nous intéresse le plus. Et pour orienter déjà le début de notre podcast, en tout cas de notre épisode, il est intéressant, j'ai trouvé très intéressant ce que Christelle Tarot, l'une des co-autrices du livre Sexualité, Identité et Corps colonisés, a dit. Disponible à la librairie antillaise. Aussi, je cite. Pour prendre le contrôle d'un territoire, la violence politique et militaire ne suffit pas. Il faut aussi s'approprier les corps, en particulier celui des femmes. La colonisation étant par définition une entreprise masculine. La meilleure manière de faire comprendre aux hommes que l'on a vaincu, que l'on est maître chez eux, c'est de s'installer non seulement dans leur maison, mais aussi dans le sexe et le ventre de leurs femmes. Et ça renvoie directement à cette notion de domination sexuelle. Et ça prouve que... ça nous démontre que pour dominer un territoire, un peuple, une histoire, il faut passer par la domination sexuelle. Et c'est un pan, en fait, de notre histoire que je pense on écarte, parce que question de tabou autour de la sexualité, on va y revenir plus tard, mais c'est très tabou, la sexualité. Mais il faut parler, si on veut parler de nous, il faut parler de cette domination sexuelle qu'on a connue durant l'esclavage et durant la colonisation, et comment ces codes sont encore présents et prévalents. Surtout, comment en fait le colonisateur a créé une sexualité pour le coloniser. Toute une autre réalité. Oui, mais c'est ça, on est complètement dans une projection. Le dominant a projeté une sexualité sur le dominé. Projeté, je dirais même qu'il a créé de toutes pièces. Ah, mais c'est ça, exactement ça. Et quand je pense à cette projection, à cette finalement, le fantasme de l'Occident qui prend vie, je pense notamment à un article de Serge Tcherkezov, pardon si j'écorche le nom, qui s'intitule « La Polynésie des Vaïnés et la nature des femmes, une utopie occidentale », où il dit qu'à partir du 18e, peut-être plus avant, mais en tout cas son article s'ancre au XVIIIe siècle, où les voyageurs, lorsqu'ils allaient en Tahiti, ont interprété l'hospitalité tahitienne comme étant une hospitalité sexuelle. Et, je cite, notèrent que cette sexualité tahitienne réclamait d'être pratiquée en public. Ils estimèrent aussi que ce devait être une coutume locale. C'est ainsi que se pratiquerait l'amour entre les Tahitiens. Les Français n'imaginèrent pas un instant que les Tahitiens auraient pu organiser une réception inhabituelle pour des êtres extraordinaires. Ils crurent être reçus comme des amis ou des alliés. Au passage, à noter cette facilité qu'ont les Européens de cette époque, mais peut-être un petit peu toujours, de penser qu'ils sont toujours... Des alliés bienvenus. Et exact, des amis. voilà. Où que je suis vraiment... Je suis un allié. Je suis considérée comme absolument pas... Bienvenue, je ne fais de tort jamais à personne. Ça, c'était pour la petite remarque. Et il continue en disant que tous remarquèrent que les femmes qui semblaient mariées ne s'offraient pas et que les présentations sexuelles étaient limitées aux jeunes filles. Mais au lieu de s'interroger davantage sur cette étrange restriction, ils en conclurent immédiatement que la coutume générale était la liberté sexuelle et que seule la jalousie d'un mari y mettait un frein. Et il conclut, et ça, désolé, c'est beaucoup de citations, mais c'est tellement intéressant il conclut que telle fut en résumé l'histoire de la création d'une opinion commune européenne sur la coutume tahitienne, généralisée ensuite à toutes les activités. Donc c'est-à-dire que tout ce que pouvaient faire
les Tahitiens, Tahitiennes sont devenus par extension un appel ou une référence à la liberté sexuelle. Cette facilité qu'apparemment pour les Européens, c'était de coutume dans toutes leurs activités de tout lier en fait au sexe. Ben, moi, faudrait vraiment qu'on prenne une pause sur ça parce que c'est tellement un exemple. Il faudrait prendre du temps pour interpréter ça parce que ça prouve à quel point... Ça prouve la force du groupe dominant, en fait. De pouvoir dire, comme on disait offline, off-air, whatever, de comment ils arrivent à un endroit, ils interprètent quelque chose d'une certaine manière et ça devient une vérité, ouais, c'est une ça, réalité. Ils créent exact. parce qu'ils le projettent comme ça, ils disent que c'est ça, donc du coup c'est ça. Et il n'y a jamais... C'est ça leur force, en fait. Et le dominé, dans ce cas-là, les Tahitiens, mais ça, je pense que c'est interchangeable quels que soient les groupes, hein, mais en tout cas, dans notre cas, les Tahitiens, n'ont aucun... Ils peuvent dire que c'est pas vrai autant qu'ils veulent, ils peuvent le crier, mais comme ils ne sont pas le groupe dominant, comment dire, il n'y a que la vision du groupe dominant qui est légitime, qui perdure, ouais. qui devient légitime. Non mais c'est sûr, forcément. Et ça, pour moi, c'est tellement vrai dans le domaine de sexualité, parce que ce n'est qu'eux qui ont décidé c'est quoi la sexualité, selon quel code, ouais. Comment ça, qu'est-ce que tel mouvement veut et dire. Et puis surtout, c'est que les codes qui créent, la sexualité qui crée perdure tellement que, par exemple, j'ai appris que, alors excusez-moi pour mon ignorance, mais j'ai appris qu'il y a quelques temps, pour pas dire récemment, que la danse orientale, comme on la visualise à l'occidental, était une création purement occidentale. Et pour ça, je vous rejoins à écouter, et j'espère que je le prononce bien, purée, il faudrait que j'apprenne la prononciation des mots, mais c'est un podcast sur Binge Audio qui s'appelle Tarab ou Taleb, mais on vous le mettra en bio, et qui, en fait, déconstruit ce que c'est la danse orientale. Et c'est toujours la même chose, ce sont encore des codes mis en place, parce que qu'est-ce que c'est la danse, qu'est-ce qu'est la danse orientale, par exemple, qu'est-ce que représentent les Tahitiennes avec les Vahinés, elle représente mais elle représente surtout un fantasme que ces gens-là n'ont pas accès dans leur territoire toujours initiaux. Très séductrice, c'est très ce mystère séducteur, machin, on le perçoit toujours comme ça, mais en fait on le perçoit par l'œil du dominant, en fait. Et on a interprété ça, parce que on va pas se mentir, nous aussi on voit la danse orientale comme mais ça prouve à quel point leur code perdure et comment, et c'est vraiment implanté. Et donc c'est tout à fait légitime de nous demander, dans une société post-esclavagiste, quels codes ont été créés, à partir de quoi, pourquoi, et comment on les a intégrés, en fait. Parce que bon, je pense qu'on peut savoir, on peut à peu près voir quels codes ont été créés, mais pour lesquels perdurent, et où est-ce qu'on en est, comment s'en débarrasser. Je pense que l'une des choses les plus faciles, et on va vraiment s'orienter pour les femmes, mais je tiens à préciser que la question se pose également pour les hommes, parce que dans cette atmosphère-là, la sexualité des corps colonisés va tant pour les femmes, parce que c'est d'abord la première mission du corps féminin. C'est vraiment la première mission du colonisateur, quoi. C'est quand t'empiètes sur le corps féminin, tu sais que toute la culture va suivre, mais les hommes, il y a une impact singulière sur les hommes. Mais en tout cas, pour les corps féminins, quand je pense, par exemple, et je prends le cas de la Guadeloupe, cette idée très facile de dire que on est forcément des expertes au lit. N'est-ce pas ? Et quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'être inexpérimenté, on n'a pas le droit de ne pas être... Enfin, je sais pas comment te dire, mais ne pas forcément être bonne, quoi. On peut juste... Enfin, tu sais... Ouais, de pas être bonne. Oui, ou même de pas vouloir en fait faire l'amour. Il y a forcément, il y a dans ces conditions, il doit y en avoir plus en tout cas, mais dans ces 3 premières conditions, il y a toujours ce côté de bestialité dans le sexe qui renvoie forcément à la bestialité des corps, des esclaves forcément, en tout cas les femmes noires, puis après les indiennes aussi. Et tous les groupes minoritaires qui sont arrivés par la suite dans les îles. Mais il y a toujours genre on est forcément doué, on sait toujours ce qu'on fait, et puis surtout on en veut toujours. On est insatiable. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui revient chaque fois dans les textes au sujet du corps des femmes noires. On a toujours eu cette étiquette de
insatiable. Oui. Insatiable. Mais femme noire aussi, d'être très sauvage. Ah oui. Voilà. C'est Mais vous êtes, noire, mais pas sauvage, quoi parce que il y a vraiment ce. Dans Moi, tous les je voudrais nuancer il y a 2 tons qu'on peut entendre dans le terme de sauvage qu'on parle de sexe. Genre sauvage en mode indiscipliné, genre on peut pas contrôler, mais le sauvage en mode, tu sais, genre qui me sort des sentiers battus que je voudrais bien expérimenter. Okay. Et j'ai souvent l'impression que pour les femmes noires, le côté sauvage vient avec quelque chose d'un petit peu plus sale, moins sympathique d'un point de vue sexuel, alors que si je prends le côté sauvage des Chabines, c'est plus ouais. On en veut un petit peu plus. Ouais. Enfin, ça peut paraître assez absurde ce que je peux dire à l'instant, mais la codification des dynamiques sexuelles est forcément liée au phénotype. Oui, ouais. Et ça fait partie des codes qui ont été établis par d'autres personnes que nous. Enfin, directement, dans notre société, nos codes de sexualité sont directement liés à nos phénotypes et à notre catégorie, je sais pas, ethnique. Les Chabines se comportent. Ça, c'est fou parce que ça restera toujours un grand statement. Les Chabines se comportent de telle manière, les Négresses se comportent de telle manière, les Indiennes, j'imagine aussi, ont certains machins, les Blanches, pareil. Et on est encore dans cet esprit colonisé en ce qui concerne notre sexualité parce qu'on est complètement aliéné et on a complètement intégré. Et après, c'est la question, on avait aussi posé cette question du premier épisode, est-ce qu'on est tel que l'on est parce qu'on est comme ça, ou est-ce qu'on est tel que l'on est parce qu'on a appris et on a intégré ces codes et donc du coup on ne fait que les utiliser les utiliser, les répéter, sans nécessairement se rendre compte qu'il est nécessaire d'avoir un travail de déconstruction à tous les niveaux parce que c'est tellement violent la manière dont c'est projeté sur nous, quelle que soit la catégorie ethnique à laquelle on appartient. Manière comme tu l'as dit, quand on est une femme des îles, on en veut, on est insatiable. Donc quoi qu'il en soit, c'est projeté sur nous. C'est sûr. Et puis on en vient à se dire, d'une part, ici on en joue, mais à l'extérieur de nos sociétés, on est directement visé. Et pour une anecdote tout aussi charmante, lorsque je disais sur une application de rencontre que je venais de Guadeloupe, j'avais beaucoup plus de chances d'avoir un rendez-vous que lorsque je ne mettais pas que je venais de Guadeloupe, c'était un petit peu plus compliqué. Et pourtant, j'ai essayé et j'en ai parlé à d'autres amies qui ont elles-mêmes fait voilà, qui ont elles-mêmes fait l'expérience. Quand on vient des îles, c'est beaucoup plus vendeur d'un point de vue sexuel. Et je m'auto-note pour dire sur le côté vendeur de la sexualité. Ouais. Parce que c'est ce qu'on vend. On vend du fantasme, on vend du charme, on vend de la séduction. On n'est pas là pour avoir des sentiments. Encore une fois, on n'est pas du tout en charge. On n'est pas du tout en charge de la création de ce fantasme, mais on est complètement responsable de sa réalisation. C'est-à-dire que on doit... Wow. I know, right? On doit coller à ça. Quand quelqu'un sur cette application de rencontre te match, il attend quelque chose de précis. Tu dois, et si jamais tu oses... Attends, mais tu viens pas de Guadeloupe, genre, tu es censé... Et à aucun moment, nous, on doit décider de oui, de non, de machin. Par contre, on est complètement responsable de... On doit... Comment dire, on doit produire. C'est ça, mais on le fait tout le temps. Et même ici, récemment, j'ai mon copain qui est allemand, qui est venu avec un ami. Et dans l'exemple très concret et très exactement lié à la Guadeloupe, un homme lui a dit à cet ami que tu viens d'Europe, et ben ça va être facile pour toi de faire de ken en fait. Parce que c'est connu, toutes les femmes des îles veulent que des hommes européens. Et il lui a dit ça avec tout le calme du monde. Parce que c'est quelque chose qu'on a intégré. Mais c'est surtout, et puis ce qui est chaud, c'est que à côté, moi j'essaye de déconstruire cette idée que cet ami a maintenant qu'en fait on est sex, drug and alcool. Et en fait, je n'y arrive plus parce qu'il pense sincèrement que ce qu'on fait ici, c'est la fête.
faire l'amour. On ne travaille pas selon lui maintenant. Et en plus, on attend que ça. On attend que l'Européen sorti de je ne sais où pour nous faire l'amour, quoi. Parce qu'apparemment, on est bonne qu'à ça. Et quand tu te rends compte que ce sont des compatriotes qui sont capables de véhiculer ce genre de commentaires, tu te demandes, en fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas inconsciemment ? Ouais. Parce qu'il le dit de façon tellement éhontée que je suppose qu'il avait tout à fait conscience de ce qu'il disait et qu'il pensait fermement ce qu'il disait. Parce que quand tu es capable de dire à une personne que tu ne connais pas que c'est comme ça que ça se passe ici, on est où en fait ? Et comme tu disais, on est complètement aliéné, on a intégré tout ça. Notre sexualité est une sexualité débridée, qui doit être débridée, qui doit être complètement libre. Mais du coup, est-ce qu'on retourne rapidement aux phénotypes et aux sexualités qui leur sont genre attachées ? On a les négresses. Les négresses, on est sauvageonne, insatiable. Mais même ça, sauvageonne, insatiable, on a un peu tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Et vous... Mais on n'est pas désirable en même temps. Non, mais c'est ça. Et en plus, vous, d'un point de vue social, c'est moins accepté que vous ayez autant de partenaires. On vous dénigrera plus facilement pour le nombre de partenaires que vous pouvez avoir que dans l'image de la chabine. Parce que la chabine a cette particularité d'avoir le droit de... ok. Elle peut parce que... Et c'est bien pour ça qu'on t'appelle chabine dans la rue, ma chère. C'est vrai. Alors que pas du tout. Que... Non, même pas les yeux fermés. Mais aussi, je pense que pour les femmes noires au sens négresse, le nombre de partenaires qui nous permet de passer dans la catégorie salope, entre guillemets, est beaucoup plus bas ouais. que toute autre catégorie. Ouais, exact. Et aussi, on est beaucoup plus encline à être vu comme sexuellement active. On dirait que parce que t'es noire et tu te balades en machin, ça y est, tu es dévergondé, machin, mais c'est genre, tu ne connais pas l'état de mon hymen. Genre, tu ne sais pas, mais on dirait ça va beaucoup plus vite de nous attacher, et beaucoup plus jeune. Ouais, exact. Beaucoup plus jeune, on met cette sexualité sur toi. Et j'ai l'impression que c'est attaché. Après, moi, c'est tout mon travail de déconstruction. Est-ce que c'est parce que je suis noire de peau, ou est-ce que c'est juste comme ça que toutes les femmes sont traitées ? Ça, c'est toute ma réflexion en ce moment, toutes les interactions que j'ai eues, la manière dont on m'a parlé. Quelle partie de ça n'avait qu'à voir avec ma couleur de peau, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en tant que femme noire, c'est beaucoup plus ce caractère dévergondé de la sexualité nous est accroché beaucoup plus rapidement. Mais quand on quitte la Guadeloupe, je pense que c'est juste toute femme guadeloupéenne. Oui, après, je pense qu'il y a... Ouais, c'est ça. Après, il y a Chabine. Parce que forcément, on est dans une autre dynamique lorsqu'on est sur l'île même. Mais à l'extérieur, on est toujours de la Guadeloupe. On est toujours de la Martinique. Exactement. On est toujours de la Réunion. On est toujours de la Tahiti. Du coup, on est forcément sexualisé. On ne peut pas, on ne peut même pas être asexuel. On ne peut même pas ne pas avoir de désir sexuel. Ce n'est pas possible. Non. Parce que forcément, tu as en plus que en général, la sexualité est perçue comme étant un problème, et ça entre guillemets. Alors pour les femmes noires, mais c'est que c'est fondamentalement un problème. Pour les femmes des îles, c'est fondamentalement un problème. Exact. Et après, donc, on a les chabines, et je vais citer un article de Stéphanie Mulot. Je cite: « Quant aux chabines, elles sont souvent dans des rôles de divineuses, de gadettes à fait, médium voyantes, ou de séductrices envoûtantes et fatales. » Et ça, c'est toute cette notion de spirituelle et envoûtante et fatale, et elles sont charmantes et machin, mais elles ont plus cette liberté d'être plus sexuelles, sans nécessairement avoir une vie sexuelle plus active. On dit ça, au pire, on s'en fiche, mais cette... Je sais pas comment, on peut pas me voir, mais genre, cette liberté sexuelle leur est beaucoup plus facilement accordée à cause de leur couleur de peau. Ce qui n'est pas positif. Là, on décrit une situation, on dit vraiment pas que c'est bon ou c'est pas bon, mais on essaye de faire plus un état de fait de comment on est perçu avec une couleur de peau. Et quand on est chabine, on peut plus se permettre. Ouais. Et pas se permettre, mais on est plus perçu comme ça, en fait. Oui, parce que là encore, c'est des descriptions
complètement objectives qui ont été mis, là, et voilà, qui ont été mis en place. On n'est clairement pas en train de dire que toutes les chabines sont comme ça, toutes les noires sont comme ça. Mais c'est juste, c'est ce qui s'est créé et c'est ce qui a été projeté. Et tout ce travail, de décolonisation, c'est de se réapproprier notre propre sexualité en tant que femme. Et d'individu à individu, même enlever cette affaire de couleur de peau et de catégorie ethnique qui est directement reliée à une sexualité. La sexualité, c'est clairement intime et c'est individuel. Et de chaque femme, faire le travail de se dire, ok, je suis perçue comme ça, c'est ce qu'on perçoit de moi, mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Comment je vis ma sexualité? C'est quoi mon orientation? C'est quoi mes préférences en termes... Mais ça, cette expression, on n'en a pas le droit. Non. Parce qu'en plus, lorsqu'on est dans cette image de liberté sexuelle, et encore une fois, moi, on n'est clairement pas là pour donner un état. Vous pouvez clairement vivre votre sexualité de façon complètement libre ou complètement... vous êtes libre de vos choix. Ça, on le répète. Mais toutes les femmes être perçues de toute cette façon, ça nous retire une part de nous-mêmes. On est juste des corps les uns sur les autres. Et tous le même, monotypique. Voilà, tous le même. Pour toutes les mêmes attentes, pour toutes les mêmes recherches. Et chaque cabine est la même chose, chaque métisse est la même chose. Exactement. Que chaque métisse, il y a encore dépendant du phénotype. Mais en tout cas, chaque indien a la même chose. Ouais. Et vous devez répondre au même machin. Et donc, du coup, ça nous force, ça nous plonge dans l'inaction en ce qui concerne notre sexualité parce qu'on n'en est pas... Mais déjà, rien que pour d'avaler tous ces stéréotypes, ça nous brouille complètement et ça brouille notre relation avec nos corps à nous parce qu'on doit sans cesse être dans la performance d'un fantasme qu'on n'est pas... dont on n'est pas les auteurs. Voilà, quoi, tu dois juste répondre à ça, c'est quoi être négresse, c'est quoi être chabine, blablabla. Donc, du coup, tu t'oublies, en fait. Et comme l'école nous a complètement... C'est un échec complet. Et l'école et PS, la famille. Parce que cette histoire de penser que parlons de sexe à nos enfants, les inciteront à parler de sexe. Excusez-moi, je suis désolée, mais la société en elle-même nous hypersexualise. À aucun moment, on a eu le choix de dire nous, en fait, ça nous intéresse pas. Non, ça nous intéressait dès le moment où on est sorti comme étant une fille. Dès que notre genre social nous a été attribué, on n'a jamais eu l'occasion de dire qu'on n'était pas intéressé, ça nous intéressait pas. Ou direct, on est sexualisé de facto. Ce qui est dans ce cas-là horrible et ce qui nous force à vivre dans cette ignorance, c'est qu'en plus d'être de facto hypersexualisé, on est de facto ignorante. Parce qu'on n'a aucune source de documentation sur ce qu'est la sexualité. Parce que la sexualité, d'un point de vue beaucoup plus large, beaucoup plus générique, donc éducation sexuelle, les règles, hygiène féminine, je sais pas, tout le béaba, même apprendre l'anatomie féminin. Genre, avez-vous déjà vu un clito? Voilà, quand vous êtes obligé de dire à votre partenaire, en fait, mon clito, il est tout en haut, je sais pas trop où tu vas. Quand tu dois expliquer, quoi. Hein? Quand tu dois juste expliquer. Ouais, et qu'en plus, la personne ne prendra ça mal parce que forcément, il sait ce que tu fais et que quoi qu'il arrive, t'es censé prendre ton pied. Donc moi, parce que ça lève une question. Du coup, est-ce que les hommes ont cette... Je sais pas, ils ont cette impression de facto de tout savoir? Mais à quel moment tu penses que tu sais tout puisque on t'a jamais... Si j'ai pas eu de cours d'éducation sexuelle, tu n'as pas eu de cours d'éducation sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? Genre, surtout à notre génération, encore quand il y avait école filles et machin, on était dans la même... Si j'ai pas eu, tu n'as pas eu. Comment moi... J'ai cette conscience d'être complètement ignorante et on s'attend de moi à ce que je sache tout, mais en même temps que je sache rien en termes de... Tu vois ce que je veux dire? Comment quand je t'explique, tu peux avoir cette arrogance et cette audace de mais non, machin. Parce que la sexualité masculine s'exprime... Alors, c'est assez particulier et je vais devoir vous renvoyer, mais ça va être aussi... Je pense on va en expliquer plus... Par la suite, mais en fait, la sexualité masculine s'exprime d'abord en groupe. C'est en groupe qu'ils forment leur sexualité dans la façon dont ils vont draguer. Ils vont draguer la plupart du temps en groupe, vont s'échanger des informations, vont avoir plus d'accès aux langues. Ils vont plus avoir
des échanges Au sujet de sur le sujet, alors que nous, on s'en parle même pas. Okay. Eux, ils vont pouvoir, même si c'est sur des blagues, même si c'est sur ceci, même si c'est sur cela, il y a toujours... Et c'est intéressant parce que je le vois vraiment comme lié avec du coup la masculinité, cette affaire de masculinité exact, qui est aussi créée en fait, c'est ça, exactement. La sexualité définit la masculinité. Ouais. Et du coup, se construire en étant un homme se construit d'abord par ses prouesses sexuelles. Tu es un homme parce que tu es capable de... Quelle horreur. Mais c'est ça, mais forcément, ça met aussi des pressions absurdes sur eux. On 100%. Est tout à fait d'accord. Non, quand je dis quelle horreur, c'est parce que tu te rends compte non, mais du bien poids sûr, que, bien sûr. Que mais c'est ça, en fait. Et sauf que nous, en tant que femmes, je pense que personne n'a grandi dans un foyer, ou en tout cas dans un univers ultramarin. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres îles, mais en tout cas aux Antilles, on sait toutes que quand tu es une petite fille, tu dois faire attention à tout. Et tes parents, les proches de ta famille te font toujours dire, mais il y a toujours cette protection qu'il y a à avoir à ce que tu ne saches absolument rien de ce que c'est le sexe et que tu ne saches absolument rien de ton propre sexe. La masturbation, par exemple, n'est pas du tout la masturbation féminine. Mais ça arrive avec tout le tabou. Mais c'est ça. Et moi, j'ai un gros problème quand je lis, je te l'avais dit, mais les gens qui disent, par exemple, que oui, ici, aux Antilles, encore une fois, comme Mélissa a dit, on ne sait pas pour les autres îles, mais en tout cas, aux Antilles, on est beaucoup plus ouvert, entre guillemets, avec tout ce qui est sexualité. C'est absolument faux. Il y a des tabous énormes. Enfin, ça dépend de quelle sexualité. Mais la sexualité masculine, et c'est pas parce que les hommes citent et machin et font des questions et font des commentaires sur mon corps qu'on parle de... Ce n'est pas ça. C'est pas ça, parler de sexualité. C'est complètement tabou ici. Les enfants n'ont aucune éducation sexuelle. Moi, j'avoue, j'ai été parmi the blessed ones. J'ai eu un cours d'éducation sexuelle. Enfin, c'est pas c'était un cours, c'était un machin. Je ne me souviens absolument pas de ce qui a été couvert. Je me souviens absolument pas de la matière. Je sais que j'étais avec mes amis et qu'on rigolait dans une pièce à mixte 1 ou mixte 2. Mais on est vraiment gardé dans cette ignorance. Et ça ne... C'est les femmes qui en sont les premières victimes parce que encore une fois, on doit performer. Mais en même temps, on ne doit pas en parler. On ne peut pas poser de questions. Donc c'est un peu genre... Et donc on se retrouve à devoir répondre, comment dire, à faire ce qu'on nous dit de faire en fait. Ben c'est ça. Et le problème et le problème qui vient avec le tabou, c'est pourquoi en fait il existe un tabou. Parce que c'est sale. parce que aussi dans cette idée que, et ça je le vois, enfin vraiment pensée complètement subjective à ce propos, mais dans la façon dont est perçue notre sexualité, on veut aller à contre-courant. On est sorti d'une société où les femmes pouvaient être, comme on l'a dit, accessibles à tous les niveaux. Et on n'était clairement pas sacralisées comme les femmes européennes à l'époque. Et en même temps qu'il y a eu en même temps que les mouvements de libération sexuelle se font en Europe, il y a comme une sorte de contre-courant aux Antilles, et pas d'un contre-courant d'un point de vue antillais, mais d'un point de vue occidental. Parce que pendant que elle c'est ça, exactement, elle se désacralise et nous on se sacralise. Pourquoi ? En même temps, si moi je le regarde d'un point de vue complètement de femmes dont l'histoire a été la colonisation et la colonisation du corps, et forcément j'ai plus envie que tu regardes mon corps constamment. Je n'ai plus envie que cette accessibilité que tu t'es créée et que tu espères, et que tu continues d'avoir soit présente. Donc là, c'est les luttes sont différentes entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rapport à la libération de nos corps en fait. Non. Nous découvrir une femme blanche qui en Europe se découvre, en termes de se déshabiller, pas de se découvrir. Pour elle, c'est libérateur parce que c'est vrai qu'elle a toujours été cet être sacré qu'il faut, très pur et très molle et très hyposexualisé, sans sensualité, sans sexualité. Donc du coup, faire ce geste de libération des corps en termes physiques, de se déshabiller et machin, ça c'est quelque chose qui peut être très fort pour elle. Mais pour nous,
Nos corps ont toujours été nus, quoi. Enfin, ça n'a jamais été, nos corps n'ont jamais été sains. Nos corps n'ont jamais été purs. Non. Mais c'est ça, en fait. On essaye de récupérer ce modèle que les femmes occidentales avaient, parce que c'était ce qui était respecté. Donc c'est ça, pour nous, en fait, c'est ça, ça nous renvoie à l'idée de respect, mais le truc, c'est que la conception de respect qu'on a est aussi colonisée, parce que être respectable, c'est être couverte, c'est être sage, c'est ça. Oui. C'est être... Et le problème étant, c'est que ça résout absolument rien, parce que ça fait que si on essaye... Même pas, hein, disons que je me promène dans la rue, ma tenue va être jugée inappropriée, alors qu'en fait, je pourrais me balader dans le même endroit en Europe et ce serait cool. Et vice-versa, ça veut dire que je pourrais être complètement couverte, avoir tout le temps pantalon, machin, rien de serré près du corps en Europe. On me demanderait... Alors, je déteste quand on fait toujours ce petit clin d'œil aux femmes musulmanes voilées, mais on me l'aurait dit, forcément. Et ici, ça passe. Enfin, tu vois, forcément les critères sont pas les mêmes. Et puis c'est toujours intéressant de dire que oui, des fois j'entends les femmes qui disent c'est le carnaval, les grandes vacances, les femmes se déchaînent, on les voit moins habillées, c'est la fête tout le temps et tout. Et en fait, t'as juste envie de dire, d'une part, et alors, en fait, c'est quoi le problème que des jeunes femmes... se baladent comme elles veulent, ça. Oui, en fait, c'est en fait le respect, c'est pas vis-à-vis de comment elles s'habillent, qu'est-ce qu'elles font. Le respect, c'est juste, c'est une femme et c'est tout. Donc tu la respectes. Ça commence par là. Mais notre notion de respect n'est pas basée sur l'humanité, mais sur l'occidentalité. Et la sexualité ici a vraiment été, enfin. Oui, c'est ça, c'est la protection de nos corps va par la protection du sexe des femmes. Et, et pour protéger, comme tu as dit, c'est ignorant, c'est le mot d'ordre. Ouais, donc nous on voit protection va de main en main avec tabou, du coup la protection crée des tabous parce que du coup tu parles pas... je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a eu beaucoup d'histoires vis-à-vis des trucs des machines de préservatifs dans les lycées. Parce que du coup ça va les déchaîner, tu mais comprends. C'est en fait... Parce que c'est vrai qu'au lycée il y a... mais en fait c'est trop bête. Les gens savaient ce qui passait dans le lycée. Mais c'est ça, mais beaucoup de parents ont décidé de faire retirer ces machines pour ne pas inciter les élèves. Sauf que en fait, vous faites ça dans... machine qui va non, mais c'est ça, vous faites ça, ça envoie déjà un signal fort contre le fait que, les enfants, on s'en fiche s'ils vont avoir protection ou pas, parce que vous savez très bien mais ils voient pas la protection, ils voient l'acte. Quand ils voient un préservatif, ils pensent pas à la santé. Ah ouais, un préservatif, ça veut dire... c'est pas préserver ta santé, c'est faire l'acte. Ouais. Et ça, c'est ça le problème. De voir, ou même quand on parle de stérilet ou quoi que ce soit, on pense pas à la protection, la pilule. Combien de fois j'ai entendu de l'acte. Et ces gens, mais au pire, ça, on s'en fout. L'important, c'est la santé. C'est la santé de mais non, et c'est ça. Et c'est pas vu. Le truc, c'est que toutes les générations ont eu des débandades pas possibles dans les lycées. Je veux dire, c'est pas nouveau. On sait ce qu'il se passe dans les lycées, on sait où. Et je ne sais pas à quel moment les générations plus matures, plus âgées, oublient ça. Parce que je suis sûre que dans ton lycée, si je te ramène à cette époque de ta vie, tu vas te souvenir à quel point c'était... la maison abandonnée. Même pas de... Non, mais elle est détruite, je crois, donc ça va. On a même les lieux. Et les toilettes à certaines heures de la journée. Comment elle sait ça, la fille. Ça prouve à quel point notre sexualité est vraiment pleine de tabous. Et on fait tout en scred, alors on fait tout en discrétion. Et donc du coup après on se plaint du nombre de grossesses et de maladies et quoi que ce soit. Oui, mais ça passe par une vulgarisation en fait du discours et juste d'en parler. Et pour les femmes, je pense, d'avoir ce travail avec elles-mêmes, de se réapproprier, de se réapproprier leur propre sexualité, parce que ne pas savoir, ça permet à cette société patriarcale, en fait, en tant que femme, ne pas savoir et ne pas discuter, ça permet à cette société patriarcale, donc aux hommes,
d'avoir la main mise sur notre sexualité, en fait. Parce que du coup, nous, on est genre, je sais pas trop, donc j'imagine que oui, j'imagine que je vais te faire... J'imagine que oui, je veux faire ça, mais t'es genre, peut-être pas vraiment, mais on t'a jamais donné l'opportunité, les outils, on t'a l'espace de te dire, ok, voilà, c'est ça ma sexualité, c'est ça ce que je veux pas, ce que j'ai envie de... Quel que soit ce que tu vois. Donc du coup, après, les hommes ont cette main mise sur notre propre... Et le truc, c'est que les hommes ne viennent même pas d'une place de savoir. C'est pas comme s'ils avaient tout ce savoir dans des casiers enfermés et que vraiment ils avaient toute cette connaissance. Eux aussi, ils viennent avec leur propre traumatisme, leur propre histoire, et ils projettent sur nous quelque chose que peut-être ils pensent on veut, parce que j'imagine qu'eux, ils pensent qu'on veut tout le temps tout le monde. Hein. Y a pas, je pense, c'est encore rare de trouver des femmes qui n'ont passé une vie sans voir un appareil génital masculin que tu n'as pas eu envie de voir, parce qu'on dirait que dans la conscience des hommes, on veut soit voir, on veut en fait. Et ça vient aussi d'un espace de... Ils savent pas non plus, quoi. Donc on est comme des couillons. Ouais, et en même temps, ce qui est dans toute cette façon d'intégrer des codes qui ne sont pas les nôtres, c'est que les hommes dominés, pour finalement prendre la place des hommes dominants, ça reproduisent aisément les codes que les hommes dominants ont mis en place. Parce que ça veut dire que tu arrives à avoir ce statut précis. Parce que c'est triste, mais tu deviens dominant quand finalement tu prends la place du dominant, quoi. Et ça passe toujours par le corps des femmes, en tout cas dans des espaces coloniaux. Ça passera toujours... Donc, en fait, tant que l'homme... Après, c'est très hétéronormé. Là, on parle vraiment... Oui. On parle. On s'excuse, mais en tout cas, quand l'homme noir veut... Si l'homme noir continue à vouloir devenir le dominant... Pas même l'homme noir, l'homme colonisé. Oui, si l'homme colonisé veut devenir... poursuit dans cette lutte pour devenir le dominant, ce sera toujours contre nous. On sera toujours placé comme une... propriété, un outil de transaction, en fait. Parce il va devenir le dominant, et pour devenir... Qu'est-ce que le dominant fait ? Il s'autorise l'accès aux femmes du dominé en interdisant l'accès à ses propres femmes. Le jour où l'homme noir va interdire l'accès... Alors ça, Mais c'est ça, c'est intéressant parce que alors, je pense qu'on a lu le même article, mais je me rappelle plus... du nom, qui disait qui parlait de la frustration, on en a parlé juste avant de commencer l'épisode, qui parlait de la frustration des hommes noirs de ne pas avoir accès aux femmes blanches. Ouais. Il faut quand même voir que ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec cette idée de la sexualité, qu'est-ce qui est venu dans les colonies ? Le tourisme sexuel. Bon. Et ça revient sur, en tout cas, l'article qui interviewe Christelle Tarot et Gilles Bucht, qui dit la domination sexuelle sous-entend partout et toujours la domination coloniale. Le tourisme sexuel très majoritairement masculin à destination des anciennes colonies, Sénégal, Thaïlande, Haïti par exemple, est le prolongement de la violence sexuelle exercée autrefois par les colonisateurs sur les indigènes. Et si je prends le cas de la Guadeloupe, et dans pas mal de livres, en tout cas, et de livres sur l'époque des années 80-90, le tourisme sexuel en Guadeloupe de femmes européennes pour les hommes noirs était incroyable. Femmes européennes pour les hommes noirs. Ah ouais, mais c'était énormément de... Manière, ça fait du sens. Combien de documentaires comme Enquête exclusive t'as vu où c'était les dernières femmes européennes à la mode ? Bon... passé un certain âge, qui se baladaient sur les plages pour se trouver un jeune homme noir vaillant. Bah oui, parce que les codes sexuels, si on attribue aux femmes venant des colonies certains attributs et exploits sexuels, qu'est-ce qu'on donne pour les hommes colonisés ? Performance. Ouais. Du coup, c'est ça, c'est que ça en vient toujours à ce que d'un côté, le tourisme sexuel soit présent. Quand certains hommes comme certaines femmes viennent en Guadeloupe, ils s'attendent à Ken. C'est vrai. Quand ils viennent en groupe, pas forcément en famille, mais quand ils viennent en groupe
en groupe d'amis, ils s'attendent quel que soit le genre, en plus. Hein? Quel que soit le genre. Quel que soit leur genre, ils s'attendent à Ken. Genre, quand je vais quelque part, je m'attends... Je m'attends pas forcément à Ken. Moi, je m'attends à visiter l'endroit où je suis, quoi. Non, et pas me demander, comme les trois mecs sur la plage... C'est où? On a le feu aux fesses. Non, mais surtout, ils viennent avec la mentalité que genre, on va vouloir d'eux. Mais oui. Moi, en tant que femme noire, je vais atterrir dans un pays et je vais oser me dire qu'on veut de moi. Tu es malade. Ça, c'est toute une autre... Parce que ils vont jamais se dire qu'ils vont être rejetés, qu'on ne veut pas, qu'ils ne sont pas attirants et quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment propre aux personnes racisées. Jamais je n'ai atterri, même en vacances, en me disant, pour moi, ça va être facile. Je suis ici que pour me... Tu vois? Et ça montre aussi que... Ouais, c'est cette vision de domination sexuelle. Le dominant a cette vision d'être toujours désiré. Ou qu'il aille accepter. Désiré. Et ça, c'est encore dans nos codes de sexualité. Donc, en tant que femme des îles, qui ont déjà une grosse étiquette, le travail, c'est de se réapproprier nos corps, de se réapproprier nos sexualités. Et ça passe par forcément explorer notre sexualité, savoir, comme on a dit, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, savoir le communiquer à notre partenaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'on doit apprendre à le faire. Et je dis pas que c'est toutes les femmes qui ne savent pas le faire, mais en grande majorité, on est incapable d'eux. Il faut qu'on commence à parler de sexualité bienveillante. Il faut qu'on mette en place des termes qui disent que ok, ça je ne veux pas parce que c'est une façon, tu fétichises mon corps, je ne veux pas de ça. Ben, pouvoir articuler ça, c'est compliqué, quoi. Parce que rien que faire ce travail en tant que femme des sociétés ultramarines, se rendre compte de l'apport de l'esclavage et de la colonisation dans le domaine de la sexualité, qui est l'une des choses les plus intimes, faire tout ce travail, se rendre compte de à quelle catégorie ethnique à laquelle on fait partie, connaître les codes qui sont collés à cette catégorie, de se demander, ok, est-ce que j'ai déjà répondu à ça? Est-ce que je réponds à ça parce que j'ai senti que je devais réagir comme ça? Est-ce que je réponds à ça parce qu'en fait, c'est vraiment ce comportement que j'ai envie d'avoir? Trouver quelqu'un qui est capable d'entendre ça. Si on parle dans des relations hétérosexuelles, trouver un homme qui est capable d'entendre et d'écouter ça, et qui est aussi capable de te joindre dans cette réflexion des machins, c'est compliqué. Même c'est épuisant de le dire. Et après, je ne sais pas comment ça se passe dans les relations homosexuelles femmes ou homosexuelles hommes, mais j'imagine qu'il faut aussi tout ce travail de déconstruction et d'articulation de nos propres désirs, en fait. Mais je pense que c'est déjà intéressant de poser le fait que nos sexualités sont colonisées. La manière dont on appréhende nos sexualités sont colonisées et plein d'ignorance et de voiles opaques. Et ça va ce qu'on va vouloir aborder, en tout cas dans un prochain épisode. Comment, en fait, on peut se déconstruire et reconstruire notre sexualité, que c'est en fait tout à fait possible. En l'explorant. Et en l'explorant, genre, on va en parler, on va parler plus profondément d'éducation sexuelle, ce qu'on devrait savoir, ce qu'on devrait vraiment savoir impérativement. L'histoire de ton mec qui te dit la capote, il peut pas. Alors, il faut qu'on sache qu'en 2020, cette phrase ne doit plus marcher. Tout simplement. Mais c'est ça, on va aborder tout ça parce que on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler ouvertement. J'ai besoin que tu me donnes des conseils. J'ai besoin d'avoir en fait des infos concrètes. J'ai besoin de savoir en fait qu'il y a une sage-femme présente qui est prête à m'écouter sans me juger. Exactement, de savoir. J'ai besoin de pouvoir trouver des médecins, des gynécos, des sages-femmes, des machins, sans avoir à chuchoter. Est-ce que tu connaîtrais pas J'ai besoin de pouvoir demander une serviette hygiénique ou un tampon sans faire des gestes de la main. Tu vois, à chaque fois que tu es dans ta jeunesse, tu comprends que c'est tabou. C'est genre, est-ce que t'as Tu vois, tu dois toujours... alors que c'est quelque chose qui arrive à plus de 50% de la population tous les mois.
Genre Ouais. tous ces tabous qu'il y a autour de la femme, du corps de la femme, et c'est qui est directement en relation avec aussi C'est ça. nos sexualités. Donc, je pense qu'on a déjà fait une bonne discussion. On voulait juste poser, je pense, le fait que nos sexualités sont colonisées Mhm. et que c'est à nous de faire le travail, d'amorcer la discussion pour décoloniser le tout. C'est beaucoup, En vrai, c'est un long parcours et on est vraiment contente que de plus en plus de personnes nous rejoignent pour nous Vraiment. écouter, pour qu'on amorce ensemble ces discussions. N'hésitez Et pas, encore ouais. une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, témoignages, si vous souhaitez participer à la discussion, si vous avez des choses à dire. On va, voilà, vous êtes, franchement, n'hésitez pas, on est vraiment open, on est vraiment 100%. accessible à ce sujet. Lol. On est vraiment accessible, en tout cas, pour vous. Jeu de mots un petit peu bizarre Mais c'est sur le sujet, malaisant. c'est sur le sujet. Mais c'est ça, en tout cas, cette première partie, on avait besoin de mettre les bases. Exact. Et pour le prochain épisode, on va avoir une invitée avec qui on va parler de jouissance, de désir, de plaisir Féminin. féminine. Ben, les réseaux sociaux, Femme Gachayeko sur Instagram, sur Facebook, Mel.marival pour Mélissa et Solène.jpeg pour moi-même Solène. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode pour parler encore de Sexualité. Ciao. Salut.